Bonjour, bienvenue. Je suis très heureux de Good afternoon and welcome. présider tout seul, malheureusement. I'm very happy to be able to chair this session, even though I'm on my own. I removed my face mask because I'm on my own, as I said. I'm going to introduce the speakers who will all be online because of... Très heureux de parler de ce cannabis thérapeutique. J'ai personnellement, au cours de ma carrière, beaucoup travaillé à la promotion de ce traitement. C'est vrai que j'ai été au cabinet de Bernard Kouchner, responsable des addictions à plusieurs reprises. Pour nous, il paraissait absolument évident que ce traitement pourrait être accessible en France très rapidement. Il faut du temps. Il faut du temps quand on parle de substances illégales, pour des raisons le plus souvent morales, mais nous avons attendu 20 ans, ce qui est évidemment très long, 20 ans pour utiliser un médicament qui a une action tout à fait efficace sur un bon nombre de douleurs. Alors je parle de douleurs, c'est-à-dire de soulager les gens avec un traitement qui est accessible, qui est simple, qui a été expérimenté dans de très nombreux pays. Voilà, nous avons pris du temps. Heureusement, nous avons actuellement une expérimentation qui est en route grâce à Nicolas Authier. Je vous recommande ce petit document cannabis thérapeutique, cannabis médical qui vient de sortir et qui nous montre comment cette expérimentation est en train de se mettre en place. Nous sommes aujourd'hui au 1000e patient dans l'étude et donc on peut espérer que nous aurons le droit d'utiliser le cannabis thérapeutique en France très prochainement. Alors, je donne la parole au professeur Mehdi Paes, qui va nous parler, qui est marocain, qu'on connaît bien, qui fait partie, qui a eu plusieurs interventions dans nos différents colloques et congrès, et qui va nous parler sur le chemin du cannabis médical au Maroc. Voilà, la parole est au professeur Mehdi Paes pour un quart d'heure. Eh bien, merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette importante rencontre et en particulier mon ami le professeur Benyamina d'avoir bien voulu m'associer à cette rencontre, de me donner ainsi l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions concernant cette initiative qui vient de prendre le Maroc, qui est celle de légaliser l'usage médical de cannabis. Je croyais que j'ai disposé davantage de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça marche? Oui, voilà. Alors, donc, je vais tâcher, dans un premier temps, de vous présenter cette loi, la loi 1321, les raisons qui ont motivé la promulgation de la loi, le contenu de la loi, quelques mots sur le cannabis médical, comment va le monde en ce qui concerne l'usage de cannabis médical et aussi de fin festive, l'évaluation d'expériences de légalisation dans d'autres pays, et ce qu'à mon avis, c'est extrêmement important, c'est le cadre dans lequel cette légalisation devrait être implantée au Maroc. Alors bon, il y a une problématique concernant la production de cannabis au Maroc, et que les autorités marocaines ont une forte volonté politique pour indiquer, pour contrôler et voire éradiquer d'une certaine manière la culture de cannabis. Mais cela pose un problème énorme parce que il y a une problématique socio-économique très importante. Il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites dans le passé pour réduire, reconvertir la culture de cannabis, mais malheureusement, cela n'a pas donné de bons résultats et il y a beaucoup de populations qui sont impliquées dans cette problématique.
Ça, c'est la région au nord du Maroc où il y a la culture du cannabis. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est, à titre anecdotique, c'est 3 cafés à Tanger où ils étaient très connus dans les années 50-60 pour la présence de personnalités internationales qui venaient fumer du cannabis. Et à côté, il y avait le fumoir traditionnel de cannabis marocain avec sa pipe et le sepsi. À cette époque-là, il y avait très peu d'usage du cannabis au Maroc. Maintenant, les choses ont changé. Ça, c'est la loi donc, qui a été promulguée le 14 juillet pour l'usage licite de cannabis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les raisons qui ont motivé la prolongation de cette loi, c'est surtout les autorités relevant du ministère de l'Intérieur, pas de la Santé. Alors, l'objectif principal, c'est de réglementer, de réguler la culture du cannabis, de faire un meilleur contrôle de plantes cultivées, parce qu'il pose des problèmes environnementaux très importants, de lutter contre le crime organisé, de rompre les relations entre drogue dure et cannabis, entre le trafic de cannabis, améliorer le niveau de vie des petits agriculteurs et d'investir dans la région et en même temps de mettre en place une politique de prévention des addictions importante. Alors, les 3 points importants de cette loi, c'est la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis et de bien préciser que l'usage du cannabis est uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles et que, bien entendu, il interdit l'usage récréatif ou festif du cannabis. Alors ça, c'est le prérogatif de l'Agence nationale, c'est-à-dire de tout contrôler depuis l'importation, l'exportation, la commercialisation, la culture, tout ce qui concerne donc les différentes étapes, que ce soit de production ou de transformation ou de vente, vont relever donc de cette agence nationale. Alors ça, c'est les recommandations proposées par le Conseil économique et social et environnemental qui a donné son avis. C'est un avis qui est de conseil au gouvernement. Alors, un des points importants qui ont soulevé, c'est cette nécessité donc de donner une alternative aux cultivateurs traditionnels de cannabis afin de permettre à cette population d'avoir un moyen de vie approprié et en même temps de mettre en place de filières de production de cannabis médical ou d'autres à fin industrielle ou fin de cosmétique et en même temps donc de mettre en place des mécanismes de contrôle, de recherche concernant le cannabis médical. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Voilà. Alors, cette loi a été précédée par d'autres tentatives dans le passé, en particulier en 2013. Il y avait 2 partis politiques, le Stiklal et le PAB, qui avaient présenté une proposition de loi pour la légalisation de l'usage médical pour le Stiklal et l'usage festif pour les femmes. Comme vous savez très bien, il y a eu un changement de statut de cannabis au niveau de protocole de contrôle international et cela a été décidé le 2 décembre 2020 au siège de la commission de stupéfiants à Vienne et au Maroc en 2020. Donc il y a eu l'approbation en conseil du gouvernement pour la légalisation de l'usage de cannabis. On voit qu'actuellement le Maroc voudrait donc résoudre ce problème de culture traditionnelle de cannabis au nord du Maroc, mais en même temps s'inscrire dans cette dynamique internationale. La suivante, on voit qu'il y a une tendance à la légalisation suivante. Les États-Unis, pratiquement dans tous les États, c'est rare de trouver un État qui n'a pas fait la légalisation soit médicale, soit festive. Suivante, diapo suivante. Voilà. On voit même une tendance au Mexique, en Espagne, qui vont très probablement procéder à la légalisation, je crois, plutôt récréatif et festif. Le cannabis dans le monde, donc on voit pratiquement tout le pays, c'est la drogue la plus consommée au niveau mondial. Suivante. Par contre,
on trouve plusieurs pays en Amérique latine, en Océanie ou en Europe qui ont procédé au cannabis médical. Par contre, en Afrique, c'est surtout le pays d'Afrique australe, et au nord de l'Afrique, c'est que le Maroc qui a procédé donc à la légalisation de l'usage médical. Suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les défis? Moi, je vois que le temps est limité, donc je vais me consacrer surtout sur les défis, sur les conclusions, parce que je croyais que j'avais un peu plus de temps. Alors, le problème le plus important, c'est de convaincre le cultivateur concerné. Vous savez, ce sont des gens qui ont un moyen de vie très précaire, mais c'est leur seul moyen. Donc, il faut convaincre plusieurs personnes, trouver des alternatives économiques viables, et c'est pas simple, contrôler le trafic illicite, faire de telle sorte que cette légalisation de l'usage médical ne soit pas une incitation à l'usage récréatif, et en particulier des jeunes, faire de telle sorte qu'il n'y a pas une diminution de la perception de risque, parce que le cannabis, c'est un produit qui peut donner des problèmes, faire de telle sorte que les jeunes ne soient pas attirés par l'usage de cannabis, et faire face à l'augmentation de l'éventuelle pathologie mentale associée à l'usage ponctuel ou chronique de cannabis, ou bien entendu, plus l'usage du cannabis augmente, plus il y aura d'augmentation d'accidents de circulation. Donc, il y a une problématique très importante, et on constate que les pays qui ont mis en place cette tendance, la légalisation, que ce soit médicale ou qu'elle soit d'ordre festif, avant de passer à l'implémentation de cette loi, il y a eu des activités en amont pour un cadre préalable pour permettre l'instauration de cette loi, parce que sinon, le problème risque d'être important. C'est une initiative qui s'inscrit, cette décision qui a été faite par l'autorité marocaine dans la tendance actuelle préconisant la légalisation du cannabis, et qui pourrait être très intéressante. Ce qui est particulier, c'est que nous observons ces tendances surtout dans les pays à économie libérale. On voit que les autres pays, par exemple de l'Afrique du Nord ou de l'Asie, c'est rare de voir un pays, par exemple l'Asie, qui a légalisé, que ce soit pour l'usage médical ou l'usage festif. Il est clair que le tétrahydrocannabinol et le cannabinol sont des molécules très prometteuses dans le traitement de différentes pathologies, mais il y a encore beaucoup d'études à faire, et ceux qui existent actuellement ne sont pas toujours concluants. La légalisation de l'usage médical du cannabis pourrait être un tremplin pour la légalisation de son usage festif ou récréationnel. Pour cette problématique complexe, il n'y a pas de solution facile ni de recette unique. Chaque pays devrait évaluer sa situation, ses possibilités, ses priorités, tenir en compte son opinion publique. En tout cas, il ne faut pas judiciariser l'usage individuel et privilégier plutôt les politiques de santé publique. Alors, bien entendu, cette légalisation, même s'il est uniquement pour l'usage médical, relève un grand défi, un chantier difficile pour l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. Mais c'est quand même une occasion privilégiée pour mieux contrôler la culture du cannabis et avoir une politique de santé publique envers les addictions. Vous savez, quand il y a un problème, il y a deux manières, c'est soit de ne pas regarder, il n'y a pas de problème, ou de faire face. Faire face, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, et surtout quand on a beaucoup de défis à relever et peu de moyens. Mais il est toujours plus important de faire face au problème, d'essayer de le régler, que d'essayer de le laisser à côté ou de ne pas le regarder. Donc, il y a une nécessité impérieuse de mettre en place une série de mesures avant, pendant et après l'implémentation de la loi. Vous savez très bien que les différents pays qui ont procédé à la légalisation de l'usage, qu'il soit médical ou festif, ils ont fait un travail considérable. Et on constate, en particulier au Canada, aux États-Unis,
que le nombre d'usagers de jeunes n'a pas augmenté, a diminué. Et ça, c'est extrêmement important parce que il s'avère que le cannabis, s'il est utilisé après l'adolescence, c'est-à-dire après 18 ans, 20 ans ou plus, eh bien, les effets négatifs sont beaucoup moins importants que ce qu'on peut constater si c'est des jeunes qui le font, parce que il y a une différence entre un dommage structurel qui peut apparaître pendant le développement psycho-affectif et cérébral de l'adolescent et une problématique fonctionnelle qui peut survenir par la suite. Bien entendu, cette initiative est très positive. Elle peut conduire à beaucoup de choses positives, que ce soit du point de vue sanitaire, du point de vue politique santé publique, du point de vue économique. Mais il faut tenir compte aussi qu'actuellement, en termes de ressources financières, infrastructurelles et humaines, le Maroc ne peut pas supporter les conséquences de la légalisation du cannabis récréatif. Et pour la légalisation de l'usage médical, il a un grand effort à faire. Merci infiniment. Je pense que cette nouvelle loi marocaine est très importante. Je sais que vous y avez participé à votre niveau et combien cela vous intéresse et vous concerne. Bien entendu, nous, en Europe, nous sommes aussi très intéressés car, comme vous le savez très bien, des quantités considérables de cannabis proviennent du Maroc et sont consommées de façon illicite en France, sans contrôle. Et pour nous, évidemment, c'est très intéressant de voir comment le gouvernement marocain, par cette loi sur le cannabis thérapeutique, va pouvoir encadrer la production de cannabis, même si les plans sont très très importants, si cette culture est ancestrale, si il est extrêmement complexe de changer le niveau économique des producteurs de cannabis, mais c'est un début et je pense qu'il faut l'encourager, que c'est très intéressant. Je passe donc la parole à Madame Patricia Conrod qui nous parle de Montréal, où évidemment l'expérience du cannabis thérapeutique est ancienne puisque maintenant le Canada a légalisé le cannabis récréationnel. Donc on est dans une position différente, mais elle va nous parler de l'expérience à Montréal. À vous la parole, madame. Très bien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de l'expérience canadienne. Ça fait maintenant 3 ans que nous avons légalisé le cannabis, qu'on a en place une politique de légalisation. Et je vais vous parler également de la recherche concernant le cannabis et les jeunes. Comme vous le savez, on a une opinion de plus en plus libérale concernant l'utilisation du cannabis chez les adultes, mais cela influence aussi l'attitude que nous avons par rapport à la jeunesse et il semblerait qu'il y ait une augmentation de l'utilisation du cannabis aux États-Unis également. Au moment où le Canada a décidé de légaliser le cannabis, il y avait déjà des recherches démontrant qu'un démarrage précoce de la prise de cannabis était à l'origine de nombreux problèmes et pouvait engendrer le passage à une addiction proprement parler. Et donc, on s'inquiète de l'augmentation de l'utilisation liée à la légalisation du cannabis, ce qui, on l'a constaté, entraîne une augmentation de l'utilisation par les jeunes. Un lycéen sur 10 aux États-Unis et au Canada a fait état d'une utilisation quotidienne de cannabis. Et il existe aussi une littérature qui liait l'utilisation précoce du cannabis avec l'apparition de psychoses. Mais l'une des raisons pour justifier la légalisation du Canada
du cannabis au Canada, et la mise en œuvre de la loi cannabis en 2018 a été justement de faire en sorte que le produit n'aille pas entre les mains des jeunes, que le profit ne soit plus destiné à la criminalité et qu'on puisse avoir un meilleur contrôle sur son utilisation. Alors, la loi cannabis, il s'agit ici du rapport Rocky Mountain qui était à l'origine de cette loi. Et c'est un indicateur important de l'impact de la commercialisation légale du cannabis au Colorado par rapport à la moyenne nationale aux États-Unis. Il a été observé le même effet que l'on a observé lorsque la société a passé à une utilisation de certaines substances comme le cannabis et d'autres, c'est-à-dire que les jeunes adoptent une attitude aussi libérale que leurs aînés et commencent à l'utiliser. Alors après 3 ans après la loi cannabis, nous avons constaté une augmentation de l'utilisation du cannabis similaire à ce qui s'est passé aux USA et nous n'avons pas observé de diminution de l'utilisation des drogues chez les jeunes. On ne peut pas dire que l'on ait vu une augmentation considérable de l'utilisation de cannabis chez les jeunes, chez les mineurs. On parle de 2,6 milliards, ce qui représente une augmentation de 120% par rapport à 2019. Donc chaque année, il y a des indications, malgré tout, d'une augmentation de l'utilisation du cannabis au Canada, comme c'est démontré par les chiffres de vente. Une autre inquiétude suite au rapport du Colorado, ce sont les séquences non attendues chez les jeunes, là où le cannabis était resté illégal. Nous avons soumis des jeunes à des lois que nous avions considérées comme négatives, délétères pour les jeunes, et on a pensé que les jeunes seraient criminalisés suite à la légalisation d'utilisation pour les adultes. Et lorsque le Colorado est passé à la légalisation, ils ont dit oui, on va autoriser l'utilisation chez les adultes. Par contre, on sera beaucoup plus dur avec les jeunes parce que ce sera totalement illicite. Et en fait, on a constaté une augmentation du nombre de rappels à la loi et d'interventions de la police. Donc, qu'en est-il de l'expérience au Canada pour la protection des jeunes et les sortir du système judiciaire? Ça n'a pas fonctionné de la même manière. Les tendances sont différentes. En fait, on a une diminution des actes criminels, ce qui est considéré comme des actes criminels au Canada, et pas d'indication qu'il y ait eu plus de violations des interdictions du trafic et d'augmentation des accidents de la route. Il y aura eu très peu de crimes finalement et l'on a constaté qu'il y a eu par contre une augmentation des garçons de moins de 15 ans qui consommaient, qui faisaient des visites aux urgences liées à la prise de cannabis. Et au Canada, on peut rappeler aussi qu'il semblerait que le cannabis utilisé de manière légale est plus pur. Il contient moins de parasites et de toxines que le cannabis illicite. Il n'y a eu que très peu d'indulgences pour tous les crimes liés au cannabis également, mais on peut donc constater que le cannabis qui est utilisé de manière légale est de meilleure qualité, qu'il y a une différence entre les deux produits. Alors, faut-il s'inquiéter justement de l'utilisation des substances illicites par les adolescents? Et est-ce que le cannabis est plus mauvais pour la santé que les autres substances? Est-ce qu'il y a un impact sur le développement cérébral? Quelles sont les conséquences en matière de santé mentale pour les jeunes? Et est-ce que certains sont plus susceptibles, plus sensibles à ce type de dommages que les autres par rapport au cannabis? Et comment peut-on
devons faire face à l'impact que le cannabis peut avoir sur la santé mentale et le développement cérébral des jeunes. Une étude que j'ai démarrée en 2012, bien avant la légalisation. Et ici, il s'agissait de jeunes dans un contexte de non-légalisation, 32 écoles privées et publiques dans lesquelles nous avons randomisé des jeunes pour une intervention de prévention. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et l'étude a été très utile parce qu'elle nous a permis de suivre un échantillon important, 4000 jeunes tous les ans, pendant 5 ans, c'est-à-dire pendant en fait tout leur passage au lycée. Et non seulement nous avons évalué leur utilisation de substances illégales, leur santé mentale et également leur fonctionnement cognitif durant toute leur scolarité supérieure. Nous avons fait un certain nombre, toute une batterie de tests psychologiques et nous avons ajouté un examen de neuroimagerie à cette étude de cohorte. Donc un sous-groupe a été soumis à des évaluations par imagerie. L'échantillon CoVenture est très intéressant parce que non seulement c'est un échantillon de 3800 lycéens, mais c'est également un échantillon représentatif parce que en fait, l'échantillon représente 15% à peu près des écoles de la région de Montréal, du Grand Montréal. Et en étudiant tous ces élèves, donc adolescents, collégiens même, on a pu ainsi recouvrir à peu près 70% des collégiens du système scolaire Montréal, et cela incluait un pourcentage d'écoles privées en plus des écoles publiques. Certaines des écoles ont des politiques d'inscription qui sont très libérales. Donc on a tout un tas de populations différentes et nous avons inclus entre 6 et 11% de toute la population des collégiens de la région de Montréal, en représentant tous les districts scolaires avec des écoles privées et publiques dans différents quartiers avec des niveaux socio-économiques différents. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas de critères d'exclusion, que tout le monde pouvait participer à l'étude. Et on a essayé de déterminer quelle était l'utilisation des substances illicites en mesurant en fait le pourcentage de personnes qui avaient été exposées à une drogue et qui par la suite avaient développé une addiction ou au contraire était passé à une utilisation incontrôlée. Nous avons donc ces données sur notre échantillon d'adolescents et ce qui est fascinant, c'est que le cannabis, par rapport à l'alcool, que l'on trouve tout à fait en bas, est beaucoup plus haut dans le classement en matière de nombre de jeunes qui l'ont essayé une fois et qui ont continué à l'utiliser jusqu'à 3 fois par semaine, voire plus. Et on peut ici comparer avec l'héroïne et le tabac. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé surprenant, parce que c'est rare que des adolescents boivent de l'alcool 3 fois par semaine ou plus. Et si vous passez à la diapositive suivante, vous verrez différents critères, comme par exemple développer une pathologie liée à l'utilisation de substances, prendre des risques irrationnels, avoir des problèmes scolaires, etc. Et le cannabis, là aussi, est assez haut dans est assez bas dans le classement, mais reste un profil de mise-usage de la substance supérieure à celle de l'alcool. C'est très fréquent que des adolescents reconnaissent qu'ils utilisent le cannabis quotidiennement, mais ce n'est pas le cas pour l'alcool. Quasiment aucun adolescent n'admet prendre de l'alcool quotidiennement. Donc, d'une certaine manière, cela veut dire quand même que le cannabis est plus un problème pour les jeunes que l'alcool, même si l'alcool existe dans les écoles publiques.
Je vous ai dit que cet échantillon incluait également un certain nombre de mesures neuropsychologiques. Et ce qui était intéressant dans cette étude, et ce qui a été un succès, c'est que nous avons pu mesurer la capacité du raisonnement, du QI non verbal et du contrôle inhibitoire. Grâce à ce concept de mesures répétées, nous avons pu développer une méthode de calcul. Et si vous pouvez appuyer pour que d'autres images apparaissent sur la diapositive, vous comprendrez que nous avons utilisé... Vous pouvez appuyer pour avancer les diapositives. En fait, ça va faire apparaître de nouvelles cases dans la diapositive. Nous voyons donc que nous avons... Encore 2 fois, s'il vous plaît. Nous avons pu modéliser différentes manières dont l'utilisation des substances sub et la cognition COG sont liées l'une à l'autre. Et ici, en fait, on a modélisé 3 types de relations différentes. On a la vulnérabilité commune. Si l'on étudiait la relation entre le niveau minimum d'utilisation de substances, cannabis ou alcool par exemple, et le niveau moyen de fonction cognitive sur une tâche particulière, un contrôle de inhibition ou bien un exercice de QI. Et si vous regardez la relation, nous pouvons modéliser la relation dépendante du temps entre l'utilisation de la substance et la cognition. Ce qui veut dire que pendant une année, sur la voie de la vulnérabilité commune, avec l'utilisation de substances, si elle augmente la 2e année par rapport à l'utilisation moyenne, on peut prédire l'augmentation ou la diminution des fonctions cognitives de la même année. Et dans ce modèle, nous trouvons également la chose suivante: si la 3e année, l'utilisation de substances va diminuer, la fonction cognitive va revenir au niveau moyen. Et donc, on a pu ainsi modéliser une neuroplasticité. La cognition va bouger en fonction de l'utilisation des substances, mais elle va revenir à la normale en cas de diminution de l'utilisation de la substance. Pour ce qui est de la neurotoxicité, on a une augmentation des substances sur une année avec un effet de neurotoxicité qui, malheureusement, ne revient pas en arrière immédiatement. Il y a un effet plus durable sur la neurotoxicité. Et la plupart des effets de l'alcool sur la... Je suis désolée, il ne vous reste que quelques minutes. You have just a few minutes left. Vous avez quelques minutes encore, il faudrait accélérer. D'accord. Donc, si l'on reprend la vulnérabilité commune, on voit que la mémoire de travail et les fonctions de contrôle inhibitrices, on a trouvé des preuves d'un effet durable sur la cognition, au-delà même de la vulnérabilité commune. Or, ce n'est pas observé avec l'alcool chez les jeunes. Vous pouvez avancer. Ce sont ici des données qui établissent des parallèles avec des observations de l'étude Enigma Addiction. En fait, c'est une étude d'imagerie sur différentes utilisations de substances et leurs impacts. Et les patients dépendants au cannabis ou les participants par rapport au contrôle, ont montré des différences. Et la diapositive suivante montre que chez les adultes, s'il vous plaît, la diapositive suivante, chez les adultes, si vous comparez... Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant dans l'étude Enigma, c'est qu'il y a des groupes qui travaillaient sur la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, et il y avait un groupe qui travaillait sur l'addiction
enfants au cannabis et à l'alcool. Et chez les adultes, lorsqu'ils commencent à boire plus d'alcool qu'à l'adolescence et plus fréquemment, les colonnes bleues vous montrent un impact neurocognitif important de l'alcoolisme, de la dépendance à l'alcool. Et encore plus surprenant, lorsque l'on utilise la même méthode dans la région sous-corticale du cerveau, les effets de l'alcool sur le cerveau sont équivalents à ceux des effets que l'on observe dans la schizophrénie. Pas toujours, mais parfois équivalents, en particulier dans l'hippocampe et l'amygdale. Et la cannabis. Par rapport au cannabis, qui est en vert, on constate qu'il y a deux effets dans l'hippocampe et dans l'amygdale, et peut-être la cannabis. Les effets du cannabis sont visibles, et des études sont encore en cours sur le cannabis, mais elles sont très hétérogènes. Cependant, on trouve quand même un parallélisme avec la schizophrénie, qui est différente par rapport à d'autres maladies mentales. Donc, on doit absolument continuer à travailler pour éclaircir tout cela. Je vais conclure en vous livrant un certain nombre d'inquiétudes en matière de santé publique sur l'utilisation du cannabis qui sont émergées au cours de ces années, car il semblerait qu'il y ait un lien important entre l'exposition au cannabis et la propension à la psychose. Dans le domaine de la santé publique, certains sont convaincus qu'il y ait une relation de cause à effet, mais dans l'industrie pharmaceutique, ceux qui sont en faveur de la légalisation du cannabis disent que cette relation est en fait liée à une vulnérabilité commune, et je pense que nous aurons très rapidement des données qui nous permettront de jeter un peu plus de lumière sur ce sujet. En utilisant ce dataset et en testant l'hypothèse d'une relation de cause à effet suite à des données observationnelles, pour établir un précédent, ici vous avez un système dans lequel on fait état de la vulnérabilité commune. Je suis vraiment désolée, il faut conclure. Pardonnez-nous, il faut conclure, mais l'orateur suivant est en train d'attendre. D'accord. Vous pouvez conclure. Donc la conclusion, justement, sur cette étude était que sur 3 périodes de 13 à 14, de 14 à 15 et de 15 à 16 ans, nous avons constaté que le cannabis, on pouvait prédire certains symptômes de psychose dans la population générale suite à l'utilisation du cannabis, et faire un parallèle avec l'apparition de ces symptômes dans la population. Et là, on avait clairement un avantage de l'apparition de ces symptômes suite à l'utilisation du cannabis. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur celle-ci, parce qu'à l'heure actuelle, nous travaillons justement pour suivre des jeunes qui souffrent de symptômes psychotiques ou de type psychotique. Et nous les suivons depuis une quinzaine d'années grâce à l'imagerie, la neuroimagerie multimodale. Nous allons acquérir une meilleure compréhension de la façon dont le cannabis peut provoquer chez ces personnes qui ont une prévalence très basse, mais chez lesquelles on augmente aussi, on voit une expérience de la trajectoire de l'évolution vers des psychoses chez les jeunes. Et les mécanismes sont encore mal élucidés. Mais il y a une hypothèse et certaines des données vont dans ce sens. Il semblerait qu'il y ait un impact de l'utilisation du cannabis sur le contrôle inhibiteur. Donc, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure lorsque je vous ai dit qu'il y a un impact sur certaines fonctions neurologiques qui sont directement impliquées dans les contrôles inhibiteurs. Voilà, je suis désolée. Je pensais avoir 35 minutes à ma disposition, donc j'avais beaucoup plus de diapositives
perspectives et d'expériences à partager avec vous. Mais bon, ben voilà, je crois qu'il va falloir que vous vous renseigniez de votre côté si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très important pour chacun d'entre nous de connaître la relation entre l'effet neurologique sur les jeunes, chez les enfants qui utilisent du cannabis, et nous nous pencherons sur votre travail et vos études pour en apprendre plus. Et je vais donc maintenant passer le micro à Medicinal qui va nous parler du cannabis en Australie. Un succès partiel, John Ryan. Merci beaucoup de m'avoir invité. Malheureusement, je ne peux pas m'exprimer en français, mais je suis ravie d'être là. In Melbourne, so it's night time. That gives you a sense of how far away we are. On est vraiment très très loin. Je suis à 10 heures de vol de Melbourne. Yeah, so we really are on the other side of the world. Next slide. On est vraiment aux antipodes. I just should say that Pennington Institute is L'Institut Pennington, c'est une organisation non politique, non partisane qui s'intéresse à la prise de substances toxiques en Australie. Mais nous sommes passés également à l'étude des produits pharmaceutiques, de la mésusage pharmaceutique, parce que c'est une situation prévalente. Et nous venons d'entreprendre une étude sur ce sujet au Canada, le cannabis, la prise de cannabis au Canada, dont nous pensons qu'il pourra sortir cette étude l'année prochaine. Our international effort is only in relation to overdose issues, and particularly we host international. Nous organisons un certain nombre de campagnes symboliques, en particulier cette journée sur la prise de conscience par rapport à l'overdose. Et c'est bien parce que ça a permis de moins stigmatiser les familles dont certains membres ont décédé suite à une overdose. Vous voyez cette campagne, un de nos outils pour la vulgarisation de la lutte contre les substances. Je reviens à l'Australie après avoir parlé du Canada. Je suis conscient que le temps est limité, alors que ce sont des stratégies qui sont extrêmement complexes. Donc, je propose de limiter mes propos à vous dire que c'est une initiative du gouvernement qui se déroule dans 6 États et 2 territoires. Les gouvernements assurant la gestion et la gouvernance à tour de rôle dans les différentes régions et différentes étapes. C'est une entreprise mixte en ce qu'elle appelle à prestataires de soins de santé à se pencher ces questions, et ils ont mis en place un programme qui permet de payer le coût des substances et des médicaments utilisés. Donc c'est un système qui fonctionne bien, assez paritaire et qui donne de bons résultats. La cannabis a été intégralement interdite à un moment donné en Australie. Nous n'avons plus l'initiative
Mais à tous ces services, certaines juridictions se sont organisées de leur façon. Pour ce qui est de la cannabis, vous voyez que le système est assez complexe puisqu'il varie dans chacun des territoires de l'Australie. Le territoire où se trouve Canberra, les Pays du Sud, c'est là que se trouve la capitale, Canberra. Là, on peut faire pousser certaines plantes, mais c'est toujours illégal, interdit d'acheter les graines ou les semences. Le problème à Canberra, dans cet État, c'est les conditions de cette culture ne sont pas idoines, puisqu'il peut faire très froid ou très chaud, c'est des conditions assez extrêmes, ce qui est difficile pour en assurer la culture. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est passé à la cannabis illégale. Rapidement, la cannabis médicinale, pour l'obtenir, il faut passer par un système assez particulier parce que cet accès spécial a été inventé grâce à un certain nombre de militants qui voulaient absolument pouvoir avoir accès rapidement à la cannabis. C'est un processus assez lent. Vous savez qu'on ne sait pas encore dans quelle mesure la cannabis peut avoir des vertus médicinales qui soient officiellement refusées. Et ça cadre mal avec la façon dont l'Australie finance l'achat de cannabis. Vous n'avez qu'une faible fraction de la population qui utilise le cannabis médicinal. Ça crée quand même une inquiétude certaine à propos de la médecine à base de preuves. Il y a certaines incohérences. Toutes les juridictions australiennes n'ont pas forcément la même politique à cet égard. Augmentation de la cannabis, l'usage de la cannabis, prescription de cannabis, et cette augmentation est rapide. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le nombre de patients qui cherchent à avoir accès à la cannabis prescrite, sur prescription, augmente très rapidement. Au mois de septembre, par rapport à septembre de mois dernier, il y a un doublement entre septembre l'année dernière et septembre de cette année. La projection, c'est qu'il y aurait 670 000 patients à horizon 2030 qui auront recours à la cannabis médicinale. Vous voyez le message que ça envoie au secteur industriel. Suivante, il y a peu de limites qui sont imposées. C'est assez libéral. La prescription du cannabis, c'est possible de se faire une ordonnance, une prescription par Internet. C'est surtout important, par exemple, pour la gestion de la douleur chronique, qui est quand même un gros problème en Australie, d'où c'est une bonne chose que la cannabis médicale puisse être administrée dans ce contexte. Et l'autre problème, c'est le coût. Il n'y a pas de subvention de l'État, contrairement à d'autres médicaments. Les consommateurs qui souffrent et veulent être soulagés
doivent s'acquitter de sommes importantes, centaines de dollars. D'abord, avant même d'arriver à l'achat, c'est la consultation spécialisée qui revient cher. Et c'est pour ça que des personnes qui sont dans des conditions économiques désavantagées ont recours à ce cannabis illégal. C'est-à-dire on est en pleine auto-médication et donc illégalité. L'autre côté de la médaille, la capacité de protection en Australie. Une des raisons cliniques pour laquelle on a changé la classification de cannabis pour inclure la cannabis médicinale, c'est la pression de l'industrie. Nous avons maintenant de nombreux acteurs dans ce secteur. L'idée étant que ça peut devenir une opportunité formidable d'exportation des quantités énormes qui sont produites, qui pourraient finalement aller à l'exportation. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui seraient absolument ravis de se faire une niche dans l'envoi, l'expédition de cannabis. Mais les importateurs, nombreux importateurs de cannabis illégal, parce que les gens préfèrent, c'est plus facile de commander cette substance à l'étranger, étant donné que c'est tellement difficile de l'obtenir sur le territoire de l'Australie. Les perceptions du public est intéressante à cet égard. Elle est en train de changer complètement cette perception de la population. Rien par rapport, bien sûr, à la situation qui prévaut actuellement aux États-Unis. L'Australie est considérée traditionnellement comme ayant 10 ans de retard sur tous les sujets par rapport aux États-Unis. Nous n'avons pas de possibilité de légaliser la cannabis en Australie, du moins pour l'instant, mais je pense qu'à un horizon de 10 ans, ça pourrait devenir une réalité. La population est favorable à la cannabis, quelles que soient les sensibilités politiques. C'est pas comme l'alcoolisme. Ça n'est vous avez des parents dont les enfants ou des membres de la famille ont lancé des appels à la direction des politiques, des hommes politiques locaux pour leur dire qu'il fallait qu'ils modifient leur attitude. Et je crois qu'on a vu effectivement un mouvement venant de la base de la population appelant à la légalisation de la cannabis. Mais il reste des problèmes à résoudre. La cannabis médicale. Tout d'abord, il y a différents points de vue de la part du corps médical. Je crois pouvoir dire qu'il y a un débat assez virulent entre les médecins quant à savoir s'il s'agit là d'une violation du principe ou un non-respect de la médecine à base de preuves. Est-ce que le fait d'avoir aménagé une possibilité d'accès spécial est une bonne chose? Tout ceci a amené beaucoup de docteurs à refuser de prescrire la cannabis. Et donc, on est dans une niche, c'est un espèce de créneau étroit, parce que beaucoup de docteurs n'ont pas envie de prescrire, en partie parce qu'ils ne savent pas suffisamment à propos de la cannabis médicale, et puis aussi
le problème de la prescription de certains opioïdes. Et on dit que le cannabis interfère avec des expériences, la benzodiazépine en particulier, interfère avec les pratiques habituelles. Et puis, autre motif d'inquiétude, c'est que la cannabis médicale ouvre la voie à l'usage de drogues éventuellement plus dures. Donc, je pense que beaucoup de médecins se méfient énormément de la façon dont la communauté, la population a réussi à faire pression sur le gouvernement pour légitimer la cannabis. Next slide, please. Part of the other, probably next slide, please. Passons, la suivante, s'il vous plaît. Passez. Voilà. Par rapport maintenant à la sécurité de la route, considération autre, mais qui entre en ligne de compte. L'Australie a adopté l'attitude de la tolérance zéro, qu'on ait une ordonnance médicale qui vous prescrit du cannabis ou pas, tolérance zéro, pour ce que le cannabis est utilisé par les personnes qui prennent la route en voiture. Si vous avez un audit, si on vous prend flagrant délit, vous perdez votre permis. Les benzodiazépines et d'autres substances perturbent la capacité ou la lucidité. Et puis, par rapport à la cannabis illégale, j'ai évoqué les amendes qui sont de plus en plus élevées, des centaines de dollars à la clé si vous ne respectez pas l'interdiction. Une partie de ce problème, bien sûr, dépend du marché illégal. Le marché illégal de la cannabis peut s'avérer extrêmement profitable. Et comme nous le savons tous, le marché illicite de la cannabis n'a aucun mécanisme de contrôle de la qualité, contrôle de la fabrication. Tightly controlled in terms of production, that makes it more expensive. Ce qui renchérit encore le produit, parce qu'il est très rare de pouvoir se procurer du cannabis de bonne qualité. Je vous dis que les perceptions à l'égard de la cannabis sont en train de changer. On voit d'un meilleur œil l'usage de cannabis médicinal. Il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas favorables à l'approche restrictive quant à la consommation de cannabis. Mais je crois que les exposés qui ont été faits sur ce sujet sont fort intéressants. Comme nous le constaterons dans les années à venir, j'en suis sûr. La dia suivante, s'il vous plaît. Prochaine. Merci. Je crois que c'est un petit peu une prévision, une hypothèse, c'est que le marché du cannabis médical est dans sa prime enfance, mais il s'est quand même beaucoup développé ces 10 dernières années. La demande nationale interne augmente très rapidement. Et puis, il y a tout un marché d'exportation qui s'est développé. Ça pose d'ailleurs des problèmes de voir comme il n'est pas régulé. L'accès de la cannabis aux patients, l'accès du patient, à la cannabis n'a pas toujours été clairement
réglementés. On fait mal la différence entre les soins de santé, mais le cannabis est un cas spécial, un cas particulier, parce que c'est pour ça que si j'étais très intelligent, je me dirais qu'il y a tout un marché et que les modifications qui sont intervenues sur les nouveaux territoires australiens et les changements qui vont être acceptés, reconnus comme nécessaires par le Parlement seront inévitables lorsque les conditions seront là, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, pour résumer, le marché du cannabis, qu'il soit légal ou médicinal, évolue extrêmement rapidement en Australie et je pense que ça va continuer d'être le cas. Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole. Merci pour cette présentation. Nous aurons encore beaucoup à apprendre de cette première expérience en Australie. Et il faut que je mette fin au déroulé des présentations puisque le temps nous est compté. Je remercie tous les orateurs, tous les intervenants et je vous souhaite une bonne après-midi.